La semaine des prix littéraires qui se poursuit donc avec aujourd'hui un doublé gagnant, le Renaudot, rendu dans la foulée du Goncourt. 2 prix qui font vendre mais qui font surtout la renommée des écrivains qui les reçoivent et participent du soft power à la française, suscitant la curiosité des lecteurs bien au-delà de nos frontières et aussi le respect des institutions. Invité de la grande table des idées aujourd'hui, un écrivain, le lauréat 1985, Yann Kefelec, pour Naissance d'un Goncourt, publié chez Calman Lévy, où l'auteur des Noces barbares raconte la succession d'événements qui l'ont mené là, dont sa rencontre décisive avec une papesse de l'édition, Françoise Verny. Les Noces barbares, chez Gallimard, était son 3e roman, Le Charme noir, son premier, paru en 83, Le Dictionnaire amoureux de la mer, son dernier ouvrage, publié chez Plomb cette année. Bonjour à vous, Yann Kefelec. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un jour comme celui-ci, est-ce que vous pouvez affirmer qu'on ne naît pas Goncourt, on le devient ? Évidemment, on devient Goncourt, c'est ce livre Naissance d'un Goncourt là, donc, que je viens d'écrire. Et je suis ému d'en parler d'ailleurs en ce jour de prix Goncourt. Et je salue Nicolas Mathieu, j'applaudis le vainqueur. Donc ce livre compte aussi, met en scène l'importance du destin dans la vie d'un homme, dans la vie d'un écrivain en particulier. Et particulièrement dans cette circonstance du Goncourt, où d'excellents romans se retrouvent aux prises. Et puis il y a cette espèce de tombola qui fait que l'un de ces livres devient le vainqueur et que les autres ont l'air de rester sur le carreau. C'est à la fois très injuste, très impressionnant et c'est cruel aussi. Et c'est magnifique évidemment pour celui qui ressort le premier de ce pugilat. Alors, vous étiez justement, il y a 33 ans, à la place des 4 finalistes du Goncourt. Vous vous souvenez sûrement de cette attente, l'attente qui précède l'annonce. Oui, moi j'ai commencé à l'attendre 3 heures avant ce prix Goncourt. Jusqu'à 3 heures avant le Goncourt, je pensais que j'en avais strictement rien à fiche. Cela faisait des mois que j'étais sur la liste du Goncourt et que je n'y croyais pas une seconde, que ça ne m'intéressait pas, que j'avais comme ça toutes sortes d'idées en tête concernant ces prix littéraires plus ou moins arrangés, plus ou moins magouillés par les éditeurs et les jurés. Donc ça ne m'intéressait pas. Puis 3 heures avant, mon destin m'a tapé sur l'épaule et m'a dit, mon petit ami, mais qu'est-ce que tu deviens tout à l'heure si ce n'est pas toi qui l'as gagné ce prix Goncourt ? Et ma réponse a été très claire, si je n'ai pas le Goncourt, je deviens fou. Donc je ne sais pas si je serais devenu fou n'ayant pas eu, mais il se trouve que le destin m'a souri au dernier moment. Vous êtes bien un romancier quand même, Yann Kefelec, vous changez un peu vos versions, parce que dans le livre, c'est pas tout à fait ce que vous racontez. Vous racontez que vous déjeunez chez Gallimard, que la télé est allumée, que vous n'avez pas dormi de la nuit, que quand même elle a été truffée d'insomnie, cette nuit qui a précédé le Goncourt, et qu'au matin, vous êtes même allé faire un détour sous la pluie, comme aujourd'hui, par le cimetière de Montrouge pour voir votre mère, que vous n'aviez pas vue depuis... vous n'étiez pas allé sur sa tombe depuis plus de 15 ans. Soudain, entre 2 morceaux d'escalope de veau, pendant ce déjeuner chez Antoine Gallimard, le téléphone sonne. Antoine Gallimard va dans son bureau pour répondre. Il revient. Il ne dit rien, il continue à manger. Sa femme le presse un peu, lui dit alors, est-ce que tu as eu des nouvelles ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tout ça est parfaitement compatible avec le fait que 3 heures avant, je n'y croyais pas, 3 ou 4 heures. Mais 3 heures avant, non, c'était... Effectivement, j'avais mal dormi, mais je ne mettais pas ça sur le compte du Goncourt. J'avais eu le besoin d'aller m'incliner sur la tombe de ma mère et je ne savais pas trop pourquoi. Et j'avais traversé la ville à pied pour le faire. Et là, je lui avais raconté ce qui m'arrivait. Je lui ai dit, voilà, mais c'était bien 3 heures avant. Je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré Françoise Verny, je suis en train de devenir romancier, j'ai publié des livres. Qu'est-ce qui se passe ? Je cherchais à comprendre qui j'étais à ce moment-là. Et Antoine Gallimard m'avait carrément téléphoné juste après pour me dire... Mais tu n'as pas le Goncourt. On sait qu'il a eu maintenant, on le sait par une fuite, par une indiscrétion, ce n'est pas toi, mais viens à la maison, nous allons déjeuner ensemble et nous assisterons à la proclamation du Goncourt à la télévision, ensemble, en famille. Et c'est alors qu'il est arrivé ce que vous dites, c'est-à-dire que Antoine reçoit un coup de téléphone de son père Claude Gallimard, ne dit pas qui a le Goncourt, revient s'asseoir, sa femme le presse de questions, il ne répond toujours pas, mais quand elle lui dit qui a eu le Goncourt, il tournicote sa fourchette dans son assiette où il y a une escalope de veau à la crème et c'est moi qui le désigne de sa fourchette dégoulinante. Claude Gallimard me félicite et je lui dis merci. Ça, c'est le père au téléphone parce qu'il vous empresse d'aller... Oui, ça faisait un quart d'heure qu'il attendait au bout du fil, il était furieux, c'est une espèce de saint des saints, personne ne lui parle et pour la seule fois de ma vie, je suis invité à voir Claude Gallimard parce qu'il était dans le jury. au téléphone.
Ah non, il n'était pas dans le jury. Claude Gallimard, dans le jury, ce serait la fin de tout. Mais c'était tout de même lui le chef. J'y reviens. Claude Gallimard, écrivez-vous, me félicite et je lui dis merci, je tremble, je suis un enfant qui rêve et qui sait que ce rêve est sa vie, sa chance de tombola parvenue jusqu'à lui et qu'il ne sera plus jamais celui qu'il était l'instant d'avant. C'est donc ça, Yann Kefelec, le point G. Vous l'avez trouvé. C'est là où c'est extrêmement dangereux le prix Goncourt. C'est Nicolas Mathieu n'est plus le Nicolas Mathieu d'il y a 10 minutes. Il faut le savoir, il ne le sera plus jamais. D'ores et déjà, il a à la fois cette couronne et cette chape du Goncourt sur les épaules. C'est un autre homme et il n'est pas encore celui qu'il va devenir à cause et en raison du Goncourt. Donc il doit être dans cette sensation d'apesanteur qui était la mienne lorsque je l'ai eu et qui est celle de tous les romanciers prix Goncourt. Eh bien, retour en apesanteur, on va aller au restaurant Drouan, près de l'Opéra à Paris, où nous attend Oriane Delacroix, de l'équipe de La Grande Table, qui a donc assisté à l'annonce des prix Goncourt et Renaudot 2018. Pour rappel donc, Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, roman qui vient de paraître chez Actes Sud, vient d'être consacré d'un Goncourt, et le livre de Valérie Manteau, paru au Tripode Le Sillon, du prix Renaudot. Bonjour Oriane Delacroix. Bonjour Olivia. Petite déception, on imagine, pour celui qui était donné favori, et ça c'est toujours mauvais par la presse, mais mauvais oui, parce que ça fait effectivement monter les sensations. Or, on ne peut jamais savoir à l'avance qui le jury choisira finalement. C'était David Diop pour Frères d'âme qui est paru au Seuil. Comment ça se passe pour l'instant ? Écoutez, on était tous très 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 entassés et très serrés. Effectivement, tout le monde se murmurait que David Diop allait sans doute avoir le Goncourt. Néanmoins, parmi la foule de journalistes assemblés, Nicolas Mathieu avait clairement la préférence, j'ai l'impression, de mes petits camarades. Ensuite, la salle se vidait de manière extrêmement rapide et maintenant on est tous plus ou moins entassés au milieu du carrefour à attendre une éventuelle arrivée de Nicolas Mathieu. Alors un mot de Nicolas Mathieu avant qu'il se prononce. Déjà, est-ce que le jury a donné quelques raisons pour ce choix ? Pas du tout. C'était une déclaration assez lapidaire. Je crois que c'était 6 voix contre 4 pour Nicolas Mathieu. Écoutez, on peut peut-être en donner ensemble. Alors du coup, Oriane Delacroix, on recevra Nicolas Mathieu dans la Grande Table vendredi. Nicolas Mathieu, c'est un enfant de l'Est. Il est né à Épinal dans les Vosges en 78. Il a donc tout juste 40 ans. Et c'est son deuxième roman après un premier qui était un polar aux animaux, la guerre, un polar social déjà dans les Vosges désindustrialisées. Que dire de ce roman d'apprentissage, Leurs enfants après eux, qui vient donc d'être consacré ? Écoutez, oui, c'est son deuxième roman. Aux animaux, la guerre était paru en 2014. Leurs enfants après eux, c'est un roman qui a la grande qualité d'être à la fois un regard très intime sur l'adolescence, puisqu'il suit 4 adolescents pendant 4 étés entre 1992 et 1998, et en même temps un regard plus social et plus historique sur cette région désindustrialisée. Mais c'est dur à dire, j'ai raté aussi tout à l'heure. Nicolas Mathieu qui raconte avec finesse cette France de l'entre-deux, des villes moyennes et des zones pavillonnaires, comme il l'écrit, la France qui fume des clopes et roule au diesel. Il a dit dans la présentation de ce livre, de ce roman qu'il a écrit, une chose très belle, c'est que cette France-là, il y est né, il y a grandi, il a toujours voulu la fuir, comme ces 4 héros, ces 4 adolescents dont il raconte le destin dans ce roman. Et il dit qu'il y revient toujours par la fiction. Il écrit ce roman, parce que je suis cet orphelin volontaire, dit-il. Yann Kefelec, ce retour aux sources, vous l'avez pratiqué vous aussi à de nombreuses reprises, hein. On ne peut pas sans le retour aux sources. Les sources sont là précisément pour qu'on y revienne. C'est l'impression qu'on peut en avoir. Je trouve magnifique, en tout cas, cette formule de Nicolas Mathieu, l'orphelin volontaire. C'est vrai qu'après avoir été un orphelin naturel, ou en tout cas ressenti comme tel, on le redevient volontairement par l'écriture. Il dit, il y a ce départ. Je suis né dans un monde que j'ai voulu fuir à tout prix, le monde des fêtes foraines et du picon, de Johnny Hallyday et des pavillons, le monde des gagne-petits, des hommes crevés au turbin et des amoureuses fanées à 25 ans. Ce monde, je n'en serai plus jamais vraiment, j'ai réussi mon coup et pourtant, je ne peux parler que de lui. Alors j'ai écrit ce roman parce que je suis cet orphelin volontaire. Oriane Delacroix, juste un mot encore du prix Renaudot, Valérie Manteau, qui publie Le Sillon au Tripode. C'est une surprise ? Mais oui, c'est une surprise parce que sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas, parce que tout le monde était très très surpris. Elle n'était pas dans la dernière liste du Renaudot, donc ça a un peu affolé
encore une fois, tous ceux qui étaient assemblés là, qui se demandaient s'ils avaient bien entendu et si elle était effectivement pas dans la liste. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que il y a eu un Renaudot spécial attribué à Philippe Lançon et que donc avec Valérie Manteau et Philippe Lançon, c'est 2 anciens de Charlie qui sont récompensés par le Renaudot. Voilà, elle était à Charlie Hebdo, au journal satirique jusqu'en 2013. Valérie Manteau, je vous invite tout de suite à écouter sur franceculture.fr le très bel entretien qu'elle a accordé à Marie Richeux dans Par les temps qui courent. On vous retrouve peut-être tout à l'heure, Oriane Delacroix, si vous avez envie, vous nous faites signe et vous revenez quand vous le souhaitez. Voilà, ça marche comme ça. Donc, à tout à l'heure. Nicolas Mathieu succède donc à Éric Vuillard, Goncourt 2017 pour l'ordre du jour, et Valérie Manteau à Olivier Guèze, qui était lui le lauréat du prix Renaudot l'an passé pour La disparition de Joseph Mengele, publié chez Grasset. Yann Kefelec, désormais donc on ne l'appellera peut-être même plus par son prénom, Nicolas Mathieu. C'est ce qui vous est arrivé maintenant, quand vous avez eu votre Goncourt en 85, on vous appelait juste Monsieur Goncourt ou le Goncourt. C'est une toute nouvelle identité. C'est une magnifique identité, terrible, parce que petit à petit, on finit par s'habituer à être ce Monsieur Goncourt. Et vers le 5e ou le 6e mois de cette période, on n'imagine pas qu'il y a eu d'autres Goncourt avant soi et qu'il y en aura d'autres plus tard. On est le Goncourt de l'année, le Goncourt pour l'éternité. On est évidemment criblé, accablé de compliments, d'éloges. On nage dans une espèce de bonheur de la vie et de bonheur littéraire également, parce que tout ça est associé au livre. Et quelquefois, c'est le livre qu'on a le plus aimé écrire. C'est le meilleur de ces livres. Vous entendez résumer le livre de Nicolas Mathieu, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire. On voit bien que c'est un livre qu'il a dû aimer passionnément. Donc, avoir le Goncourt pour un livre que l'on a aimé écrire, c'est également très important. Certains auteurs peuvent recevoir le Goncourt pour certains de leurs ouvrages, qu'ils ont moins aimé que d'autres, où ils sont un peu en porte-à-faux par rapport à l'œuvre récompensée. Ça n'est visiblement pas le cas pour le dernier roman de Nicolas Mathieu, du prix Goncourt. De Monsieur Goncourt 2018. De Monsieur Goncourt. Mais c'est terrible, c'est terrible. Il est né en 1978, nous on va remonter un tout petit peu plus tôt, en 1972. Et encore, vous allez voir, le Goncourt, comment ça se passait ? Alors, tout de suite, nous allons rejoindre Patrick Poivre d'Arvor, d'abord pour le Goncourt, Henri Vincent, ensuite pour le Renaudot. Où en est-on pour le Goncourt? Pour le Goncourt comme pour le Renaudot, toujours rien, toujours beaucoup de bruit, d'affolement, de micros, de journalistes, d'hirondelles et quelques supputations. Il paraît que Jean Carrière remonte très fort. Jean Carrière, c'est l'auteur de L'Épervier de Maheu, devant toujours la jeune antillaise Simone Schwarzbart et peut-être Alphonse Boudard, mais tout ça, ce ne sont que des supputations et pour l'instant on n'a rien. En tout cas, j'ai à côté de moi Henri Vincent qui lui s'est intéressé au menu des Goncourt. Oui, le menu, eh bien, écoutez, je vous donne tout de suite des huîtres, coquilles Saint-Jacques à la provençale, côte de bœuf, foie gras, fromage. Oui, oui. Cette fois, ça y est. Et c'est d'abord Armand Lanoux qui va annoncer le Goncourt. Bonsoir. Bon. Un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Approchez les micros, mais ne cassez pas les dents. Le prix Goncourt 1972 a été attribué au 5e tour à Jean Carrière pour son roman L'Épervier de Maheu. Par 6 voix. S'il vous plaît, messieurs les contestataires, laissez-moi finir, s'il vous plaît, messieurs les contestataires. Je finirai d'abord. Voilà, France Culture 2018 aux couleurs d'Interactualité 1972. Oriane Delacroix, elle, a pu parler jusqu'au bout. Mais on retrouve cette même effervescence, on retrouve cette même ambiance. Pourquoi une telle... Oui, enfin, mais quand même, pourquoi ce prix Goncourt? On est un peu plus policé aujourd'hui, c'est l'époque qui veut ça aussi, mais pourquoi ce prix Goncourt provoque de telles montées de fièvre? Alors déjà, c'est intéressant. On voit bien la différence entre deux époques. C'était pas un monde aseptisé, la littérature, à cette époque-là. Vous savez, oui, il fait taire les contestataires et il y a de la contestation pour ce livre extraordinaire, L'Épervier de Maheu, de Jean Carrière, d'ailleurs, qu'on peut inviter vos auditeurs à lire s'ils ne l'ont déjà fait.
Alors ce prix Goncourt cristallise tout ce qu'il y a de plus prestigieux dans ce pays, mystérieusement. C'est pas la politique, c'est pas forcément la présidence de la République. Moi, quand j'ai eu le Goncourt, j'ai été invité par François Mitterrand qui me demande à la fin du déjeuner, alors qu'est-ce qui est mieux, être président de la République ou avoir le prix Goncourt? Terriblement lèche-botte, je lui réponds tout de même président de la République, alors que je n'en pense pas un mot. Et là, il devient rouge de colère, il me répond, vous savez très bien que j'aurais voulu avoir votre prix Goncourt. Ce qui veut dire que la littérature, c'est ce qu'il y a de... Voilà, c'est le saint des saints, la littérature, dans ce pays. Et ce saint des saints est incarné par le prix Goncourt. Oui, c'est vrai qu'on est quand même dans le seul pays, peut-être, où les présidents se rêvent écrivains et mettent en récit leur politique en permanence. Mais c'est pire que ça. Ce sont des mégalos purs. Donc, ils sont arrivés à la présidence de la République. Ils se disent, mais c'est étrange, je n'ai pas l'impression d'être arrivé encore au sommet. Et alors, le sommet supérieur à celui de la présidence de la République, semble-t-il, ce serait le prix Goncourt. Un président de la République qui serait à la fois président de la République et prix Goncourt, là serait un homme arrivé, à ses yeux. Vous évoquiez l'épervier de Maheu à l'instant, Yann Kefelec. Ça a été pour son auteur, Jean Carrière, une malédiction. En 1972, pour l'épervier de Maheu, publié par Jean-Jacques Pauvert, ce roman qu'il va considérer avec beaucoup à la fois de respect, parce qu'il a aimé l'écrire, mais il a été dépassé par ce succès et il va le considérer vraiment comme un malheur, une malédiction. On l'écoute. Dès que j'ai eu terminé ce livre, je me suis senti complètement veuf et un peu orphelin. C'est très curieux. C'est là que j'ai commencé un peu à boiter. Bon, puis alors, le livre sort, il tire à 100 000 exemplaires avant le Goncourt. Moi, j'ai dit, c'est gagné, c'est fini. Je l'avais sorti au mois d'avril, il ne faut pas l'oublier. Je cherchais pas du tout les prix. Puis on lui colle le Goncourt. Alors c'est comme si on ajoutait 2 fusées à un avion qui va déjà à 1000 à l'heure, vous comprenez? Bon, alors il s'est balancé, et puis il a été traduit en 14 langues et tout. Après, je suis devenu une espèce de gourou, parce que, bon, il fallait que je réponde à tout, il fallait que je sache tout, que je puisse guérir les gens. Et c'est vrai que j'ai reçu 80 000 lettres. Il faut le faire quand même. Hein. Et là, dans le livre, vous dites, à un moment, j'ai eu l'impression d'être piégé. Alors c'est ça le retour des choses? On paye très cher un succès? C'est-à-dire, oui, piégé, parce que vous vous mettez à ressembler à une image de vous qui n'est pas la vôtre. Quel est le conseil que vous donneriez au Goncourt 87? De rester chez lui. Voilà, et si je ne me trompe, le Goncourt 87, c'était à Arbenjeloun. Pour la nuit sacrée. Et vous, c'était 2 ans avant, Yann Kefelec. Vous parlez plutôt d'une convalescence dont il faut sortir vite. Ah oui, j'aime bien, j'avais réemployé ce mot, convalescence, ce qui veut dire que le Goncourt est une forme de maladie, mais c'est la maladie de soi-même, c'est la maladie de l'amour-propre. C'est très involontairement que l'on finit par s'aimer énormément à travers une certaine image qui nous est renvoyée toute la journée de ce que nous sommes, de l'être supérieur que nous représentons pour les autres. Il faut donc réapprendre, redécouvrir la solitude, retrouver ce chemin de la solitude sur la page blanche qui est indispensable pour aligner 2 mots qui soient intéressants pour retrouver. Les Noces barbares se sont vendues à 1 million d'exemplaires, c'est ça? 2 millions d'exemplaires. 2 millions d'exemplaires, donc comme l'épervier de Maheu. 2 millions d'exemplaires, traduits en 35 langues. Mais alors, moi, j'en parle de manière totalement détachée parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre que moi qui a eu ce prix Goncourt aujourd'hui. On va écouter votre éditrice, Françoise Verny, parlant de ce succès dont il a fallu aussi peut-être retomber un peu. Elle vous connaissait bien, vous allez nous parler d'elle juste après. Écoutez-la. Alors, c'est Flammarion maintenant. Vous y êtes depuis quoi, 2 ans? 1 an et demi. 1 an et demi. Alors, vous n'avez pas vu passer Sagan et Kefelec qui ont été rachetés par les presses de la Cité, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il s'est passé, alors là, je le dis tout à fait franchement, Sagan que j'aime énormément, a d'énormes problèmes d'argent, de fiscalité, tout ça. Elle a eu des propositions mirobolantes, mais je comprends très bien. Et Yann Kefelec a eu des problèmes à la fois personnels et financiers. Financiers, quand on a vendu 1 million d'exemplaires des Noces barbares, comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes financiers? Je vais vous dire, je ne sais pas. Vous savez, quand on a un Goncourt, un énorme Goncourt comme il a eu, eh bien, je vais vous dire, et qu'on est un peu fou comme Yann Kefelec, mais quand je dis fou, c'est que je l'aime. Fou. C'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut. Bon. Eh bien, je vais vous dire, il a dépensé aussi tout l'argent qu'il avait. Il a acheté un énorme bateau, il a fait des tapés de bêtises, mais des bêtises que j'aime et que je comprends.
Alors, on a fait des bêtises, Yann Kefelec? Non, c'est pas des bêtises. Heureusement que le Goncourt vous rend fou. Un Goncourt qui serait accueilli de manière extrêmement réfléchie par son lauréat, donc récompenserait quelqu'un qui ne le mérite pas. Il ne faut pas être un bon gestionnaire de son prix Goncourt. C'est une déflagration. Donc, je ne regrette pas d'être devenu fou, et c'est au cœur de cette folie, au fin fond de ce qu'on appelle une folie, entre guillemets, c'est dans ce fin fond que j'ai réappris à devenir moi-même, non pas celui que j'étais avant, car on ne le redevient pas, mais un autre qui me ressemble trait pour trait. D'autant que c'était une semi-folie, parce que ce bateau que vous avez acheté, c'était plus qu'un rêve d'enfant. Et quand vous rencontrez Françoise Verny, votre bateau, oui, il est plutôt en rade à ce moment-là, donc c'était aussi boucler la boucle. Pour Françoise Verny, je me suis séparé de mon premier bateau, donc c'était bien normal qu'elle ramène un bateau dans mon existence avec le prix Goncourt. Alors parlons un peu d'elle. Dans Naissance d'un Goncourt, vous racontez votre improbable rencontre avec votre éditrice, Françoise Verny, qu'on vient d'entendre. C'était du côté de chez vous, à Belle-Île-en-Mer. Des débuts littéraires qui se sont quand même juste faits à la tête du client. Elle vous dit, toi, chérie, t'as une gueule d'écrivain. Et c'est sur cette intuition-là qu'elle vous a poussé à écrire, Yann Kefelec? Non, j'ai toujours écrit. J'écrivais depuis l'âge de 8 ans. J'écrivais pour impressionner ma maman, pour la voir sourire comme elle souriait à mon père écrivain lorsqu'il lui lisait le soir ce qu'il avait écrit dans la journée. Donc je caressais ce rêve d'écriture depuis toujours. À travers tous mes âges, je m'étais dit qu'un jour je serais écrivain. Mais il est vrai que lorsque je rencontre Françoise Verny, j'ai mis le cap sur un voilier en très mauvais état, le cap sur le golfe de Guinée, et je me crois parti pour faire le tour du monde en voilier. Panne de moteur, je suis rabattu par le mauvais temps pratiquement sur mon point de départ, non pas Groix d'où je suis parti, mais Belle-Île-en-Mer, 20 000 au sud, et c'est là, dans la tempête, sur un quai battu par le vent et dans la nuit noire, que cette voix résonne. Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain. Françoise Verny, je peux pas ne pas l'imiter, je suis désolé. Et c'est extraordinaire parce que c'est elle qui m'a détourné de mon projet nautique et qui m'a attelé à ma page blanche. Et c'était une femme assez stupéfiante, dans tous les sens du terme. Vous la surnommiez la maman des écrivains, ou la mère Maquerelle, c'est selon ce que vous racontez. C'est pas moi c'est elle qui se surnomme la mère Maquerelle. Vous écrivez alors, c'est qui Françoise Verny? C'est la maman des auteurs Pardi, une indésirable maman, chacun à la sienne, elle n'aime pas trop l'idée, pas une maman chérie, une mère Maquerelle, une patronne de bordel, quoi de plus bordélique qu'une âme d'écrivain. On va juste retrouver au restaurant Drouan, à l'Opéra de Paris, et on revient vers Françoise Verny et vers vous, Yann Kefelec. Oriane Delacroix. Oui, Olivia, je suis avec Éric Emmanuel Schmitt, membre du jury du prix Goncourt, qui accepte de peut-être nous donner un commentaire sur le choix de Nicolas Mathieu. D'abord, je voudrais dire que cette année, le carré final était très bon. On avait vraiment le choix. Et qu'est-ce que c'est bon de pouvoir choisir entre plusieurs bons livres. Et en même temps, qu'est-ce que c'est cruel de choisir entre 4 bons livres. Alors, la cruauté a fait son travail, c'est Nicolas Mathieu. C'est un roman extrêmement maîtrisé, avec une écriture moderne qui correspond à son sujet. C'est un roman social, ce qui est très rare. C'est un roman sur la France, ce qui est encore plus rare. Et puis, c'est un roman qui se passe en plusieurs étés. Donc, il y a de la sensualité, il y a de la chaleur. Véritablement, les personnages transpirent. Il y a vraiment un don de romancier formidable. Et puis, il y a aussi la description d'un milieu un peu déclassé, de générations qui malheureusement reproduisent toujours les mêmes problèmes et n'arrivent pas à s'en sortir, mais tout ça avec une empathie, une compassion et une beauté de regard qui fait que c'est un livre vraiment qu'on peut vivement conseiller. Merci beaucoup. Merci Oriane Delacroix. On revient ici en studio avec notre invité, l'écrivain et romancier Yann Kefelec, Goncourt 1985 pour Les Noces barbares. On était en train d'évoquer votre éditrice, cette figure, cette femme qui vous a, alors non pas mis le crayon au cahier, la main à la plume, puisque vous écriviez déjà, mais elle vous a quand même, et vous le racontez, poussé à écrire vos premiers livres. Elle m'a fait croire en moi à une époque où j'étais dans un état de doute absolu. Et elle a mis du temps pour croire en moi. Et elle est revenue vers moi très régulièrement, alors que j'avais tendance à fuir la chance qu'elle me faisait miroiter. Elle est revenue vers moi pour m'obliger à lui apporter des pages, pour m'obliger à aimer mon écriture et à penser que je pouvais être publié. Vraiment, tout s'est fait sous sa protection. Et elle le disait d'ailleurs souvent, c'était sa formule, Françoise Verny, on ne donne pas de talent aux auteurs qui n'en ont pas, on ne fabrique pas le talent, on l'aide
à se déployer. Françoise n'a jamais réécrit une ligne d'un de ses auteurs. D'ailleurs, je pense qu'elle en aurait été totalement incapable. Et en plus, elle ne donnait aucun conseil d'ordre littéraire. On se pose souvent la question de savoir comment ça se passe entre un auteur et son éditeur qui le conseille, qui le guide et qui le lit. Mais ça peut se passer sur un clin d'œil, ça peut se passer sur une complicité à table, ça peut se passer sur une engueulade, mais en tout cas sur quelque chose qui fait que l'auteur a envie de se dépasser pour cette personne précisément. Et c'était pour elle que vous avez, vous, eu envie de vous dépasser? C'était pour elle, et à travers Françoise, c'était pour ma mère qui avait disparu à ce moment-là. J'avais l'impression de voir se réincarner, donc cette femme extraordinaire, ma mère qui, avant Françoise, croyait dans mes... non pas talent, je me méfie de ce mot, mais dans mon pouvoir d'écriture. Oui, vous l'écrivez d'ailleurs, et quand un fils a perdu sa mère et qu'il passe par là dans la tempête, elle se lèche les babines. Il finira bien par cracher le morceau, celui-là, décrocher le Goncourt, chérie. Donc elle croyait en vous, mais vous racontez aussi dans cet ouvrage, ce récit naissance d'un Goncourt, Yann Kefelec, récit qui paraît chez Calman Lévy, qu'il y a toujours une part de hasard pour l'écrivain qui devient Goncourt. C'est une succession d'événements, de hasards, de petites rencontres qui font aussi les grands écrivains et les grands prix en tout cas. C'est très étrange, en effet, c'est un enchaînement tout à fait vertueux de petits miracles l'un après l'autre qui font que voilà, vous entendez votre nom proclamé le jour du Goncourt, que vous n'en revenez pas et que vous n'en reviendrez jamais. Je n'en suis toujours pas revenu. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à m'identifier à cet écrivain que j'étais lorsque j'ai obtenu le prix Goncourt. Je suis entré dans un rêve et celui qui s'en souvient redevient le rêveur qu'il était à cette époque-là. Tant mieux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un tout petit peu de jalousie aujourd'hui quand vous entendez la nomination d'un nouveau Goncourt? Est-ce qu'on aimerait rester le Goncourt de l'année toute sa vie? C'est terminé cette époque-là, c'est complètement fini. Je suis à la fois un Goncourt à part entière, comme l'est aujourd'hui, non pas Georges Mathieu, mais notre ami Nicolas Mathieu. Non, aucune jalousie, au contraire, j'applaudis le vainqueur, je l'embrasse, je suis heureux pour lui parce que d'abord, c'est un immense bonheur, c'est le comble du bonheur pour un écrivain. J'espère qu'il est bien environné, qu'il a sa famille autour de lui, mais dans ces cas-là, on ne peut pas imaginer quelque chose de plus beau et de plus doux à vivre. Parce que c'est la reconnaissance, c'est une reconnaissance du milieu, des lecteurs, et presque du monde entier. Parce qu'il faut se dire qu'un Goncourt aussi, et là on peut évoquer rapidement les enjeux d'un Goncourt, avec vous Yann Kefelec, ce sont des romans traduits presque dans le monde entier. Si, dans le monde entier, oui, ouais. C'est le plus vieux prix littéraire du monde. Demain, il va recevoir, il verra sa photo, il ne comprendra rien ce qui sera écrit. Ce sera un journal chinois qui sait d'ores et déjà qu'il a eu le prix Goncourt. C'est salué par le monde entier, le prix Goncourt. Et ça, c'est l'autre miracle dans cette malédiction. C'est qu'être Goncourt, ça ne veut pas simplement dire quelque chose en France, patrie littéraire, comme vous l'évoquiez, ça veut aussi dire quelque chose à Singapour, à New York, au Sénégal. Bien sûr, immédiatement, ça se répand comme une traînée de poudre. C'est beaucoup plus prestigieux que le prix Nobel, le prix Goncourt. Le prix Nobel, c'est décerné par un État à un écrivain, mais généralement piloté par l'État lui-même. Donc c'est le Goncourt, c'est vraiment la littérature qui gagne. Je vais vous faire écouter une dernière archive. Elle date cette fois de 1951, Yann Kefelec, donc avant-veille là du prix Goncourt qui sera décerné cette année-là à Monsieur Gracq. Débat, vous allez voir, entre les membres du jury sur la qualité littéraire du livre. Il y a une chose qui m'étonne un peu, c'est que je n'aurais pas cru qu'un livre de la qualité du Rivage du Sirte, que j'aime beaucoup, aurait été susceptible d'avoir le prix Goncourt. Ah, mais il l'a pas encore. Non, je sais bien, mais même qu'il en soit question, je ne sais pas, je vous pose la question, ne craignez-vous pas que les 100 000 lecteurs qui sont habitués à acheter fidèlement chaque année, enfin en gros le prix Goncourt, ne soient très étonnés et très surpris par ce livre poétique, difficile, très beau du reste, mais qui n'entre pas du tout dans les normes attachées à votre prix. Mon cher Claude Mauriac, nous sommes obligés de respecter un testament, le testament de Goncourt. Il n'est jamais dit dans ce testament que nous devons choisir un livre qui tire à 100 000. Nous devons donner ce livre au talent et à la jeunesse. Oui, mais alors si Monsieur Gracq refuse le prix, et si vous lui donnez tout de même, il n'y aura donc aucune publicité. D'abord, je m'excuse, on lui donnera et il le refusera après. Il le refusera après. Par conséquent, il fuira les photographes. On ne le verra pas. Eh bien, ça, c'est de toute façon et comme le livre est très difficile, il tirera à 5 000.
Eh bien, il tirera à 5 000. Ce sera dommage pour son éditeur. Nous n'avons pas. On nous reproche. Je voudrais comprendre tout de même les choses. Tantôt, on nous reproche de solliciter le public, de solliciter les grands éditeurs. Après cela, on nous dit que nous sommes de vagues combinards, que quelquefois nous subissons des pressions. Et cette fois-ci, où vraiment un auteur dit. On prétend que je peux l'avoir, mais vous savez, je n'y tiens pas tellement. Et on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, je ne comprends pas, mettez un petit peu d'organisation dans votre affaire. Yann Kefelec, déjà c'était quand même des choix assez cornéliens, pas évidents à faire, et on voit la pression aussi sur le jury, les membres du Goncourt, qui doivent à la fois respecter les intentions, le testament du Goncourt, des Goncourt, et puis aussi faire preuve d'audace. Quand c'est une littérature trop populaire, on leur reproche. Quand c'est voilà. On va juste retrouver Nicolas Mathieu, et j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. Oriane Delacroix, en direct du restaurant Drouon, près de l'Opéra, à Paris. Oui, je suis très rapidement avec Nicolas Mathieu. Je voulais juste vous demander, vous avez parlé d'une tentative littéraire et politique. En quoi est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots? C'est politique dans le sens où ça parle de la vie des gens, comment les gens font pour vivre ensemble, comment c'est nécessaire et toujours plus ou moins impossible. Et puis ça raconte quand même l'adolescence de quelques personnages dans un monde qui finit, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet héritage de l'industrie dans ces vallées là-bas à l'est. Voilà. Donc en ce sens, c'est politique. Ça raconte ce que l'économie et le cours du monde fait au corps et aux gens. Merci beaucoup. Nicolas Mathieu, oui. Oriane, on va laisser Nicolas Mathieu aller déjeuner peut-être. Oui, et par ailleurs, je me fais virer et les coquilles Saint-Jacques refroidissent. Voilà, et profitez donc de son prix. On le retrouvera de toute façon à l'antenne, j'espère. Toujours de la Grande Table, ce sera vendredi de midi à 13h30 avec une deuxième partie où il sera en dialogue avec les géographes Christophe Guilluy, géographe de la France périphérique. Ensemble, ils auront donc une discussion sur cette France de l'entre-deux, comme la nomme si joliment Nicolas Mathieu. Yann Kefelec, sur les débats qui peuvent avoir cours au sein du jury. Non, vous évoquiez tout à l'heure le cas tout à fait singulier de Julien Gracq, passant pour avoir refusé, au cas où il l'aurait, le prix Goncourt. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça dans sa tête, car il m'en a parlé lui-même. C'est un écrivain que j'admire énormément. Je ne suis pas fou de ses romans, il faut bien dire, mais pour l'écriture, effectivement, c'est un écrivain prodigieux. En fait, il avait refusé par avance le prix Goncourt de peur de ne pas l'avoir et de ne pas supporter que l'on puisse considérer qu'un écrivain était supérieur à lui au moment du prix. Et ensuite, il s'en est mordu les doigts. Il s'est dit je pense qu'il aurait bien, je suis sûr, puisqu'il me l'a dit, qu'il aurait souhaité avoir ce prix Goncourt. Et peut-être que ça aurait tout changé d'ailleurs pour sa manière de concevoir le roman. Merci beaucoup à vous, Yann Kefelec. Une phrase au détour de votre naissance d'un Goncourt, récit qui paraît chez Calman Lévy. Hasard, destin, destinée, chance, tous ces mots disent à peu près la même chose. Ils disent que la main humaine est une belle histoire en cours, une prédiction sibylline, et qu'il n'est pas sérieux de s'en imaginer le patriarche omniscient, le Deux ex machina. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.